Au Groenland, de plus en plus de vieux sont victimes d'arnaques. Eh bien, 2026, ça suffit. Le gouvernement groenlandais a décidé de prendre le problème à bras-le-corps pour débusquer ces charlatans. Agathe. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler des différents facteurs qui empêchent la révision de nos croyances, de MBTI et d'acupuncture végétale. Générique. Il y a une loi que je trouve intéressante, qui s'appelle la règle de la fiabilité des médias, et qui dit les médias sont tout ce que vous lisez dans les médias est vrai, sauf sur les sujets que vous maîtrisez. Parce que quand on maîtrise un sujet, on est vraiment bon à se dire c'est pas vrai, c'est un peu n'importe quoi. Et donc d'essayer de garder en tête, est-ce qu'il y a une personne qui a déjà dit des choses avec lesquelles je suis pas d'accord parce que je maîtrisais le sujet, et de ne plus leur faire confiance, et en parallèle de ça, en qui est-ce que j'ai confiance? Vos pensées sont des citations. Vos émotions, des imitations, vos actions, des caricatures. Swamiji Prajnapad. Alors les amis, vous le savez, dans mes vidéos, il est fréquent, pour ne pas dire classique, que j'en appelle à un certain nombre de sources, certaines étant relativement récurrentes. Michel Louis Rouquette, le fondateur de la notion de nexus, Bruno Latour et son épistémologie non dualiste, le professeur Crabtree, Alfred Korzybski, le fondateur de la sémantique générale, le collectif Tycoon avec la fameuse théorie de la jeune fille, le MBTI, le droit naturel, le quotient intellectuel, et puis évidemment, René Girard. Mais oui, René Girard, on va pas t'épargner. Alors je vous annonce la couleur, c'est une vidéo coup de gueule, clairement, c'est une vidéo où j'en ai marre de voir des ouailles avec un niveau de ceinture jaune en épistémologie discourir ça et là sur la toile de la supposée validité de tel ou tel concept alors qu'ils n'en ont absolument pas les moyens en termes cognitifs. En soi, moi, j'aime bien l'idée de ce type de discrimination critique dans les années 2000, avant que ça parte totalement en cacahuète. J'étais zététicien. Ouais. Attention, l'ancienne zététique, la zététique d'Henri Broch, pas la version scientiste moderne. On est biaisé politiquement et qu'on serait en train de promouvoir une sorte de bien-pensance, une idéologie, et qu'on empêcherait les autres de s'exprimer. C'est ça. Mon travail à moi, c'est pas de faire de l'idéologie et de promouvoir une idée contre une autre. C'est de vérifier l'information, c'est tout. On ne fact-check pas l'opinion. On dit simplement ce qui est vrai et ce qui est faux. Rien que ça, le mec ne se rend absolument pas compte de ce qu'il dit. C'est à se demander pourquoi est-ce que vous avez des gens qui écrivent des traités, des milliers de pages sur ces sujets, alors qu'il suffirait de demander à Julien Pain. On est cons, nous aussi. Au passage, je me permets de glisser que l'hypnomachie est ce que la zététique aurait pu, voire aurait dû devenir, si elle ne s'était pas médiocrement arrêtée en chemin. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience On a compris. que m'aura infligé mon destin. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de MBTI. Je parle parfois de MBTI sur la chaîne. On va parler de MBTI, de psychanalyse et d'ostéopathie, et surtout de ce que ces trois disciplines ont en commun pour attirer et exciter les rageux. J'aimerais parler de MBTI parce que je suis encore tombé il y a peu sur un certain nombre de vidéos, commentaires, réactions en tout genre, qui abordent cette question d'une manière incroyablement superficielle. Et corollaire de cette indigence épistémique ordinaire, les réflexions proposées sont généralement, et c'est attendu, absolument radicales. Un travail critique et le choix du moins pire en connaissance. Sinon, on fait autre chose. Et la radicalité est toujours ce qu'il y a de plus facile. Alors en ce qui me concerne, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, donc entendez bien que je parle pas que de lui, c'est vraiment une accumulation lente et progressive à force de lire des conneries et d'entendre des conneries partout sur la toile. C'était une vidéo d'Albert Moukiébert, j'espère que je prononce bien son nom, qui est docteur en neurosciences, et qui avait été donc convié dans un podcast, comme ça, dans une capsule, à passer son test MBTI. Mais comme j'avais quand même envie de te challenger, Oui. après t'avoir acheté avec des pains au chocolat ce matin, Praliné. je vais te proposer, enfin non en fait, je vais pas te laisser le choix, que de passer ton MBTI. Ah putain. Ok. Tu vas passer le MBTI pour qu'on puisse finalement découvrir par une expérience sociale à quel point il y a quand même un fond de vérité ou si c'est une farce. Très bien.
Bon, outre que tout son non-verbal comme ça exprime de façon extrêmement claire et limpide le rejet comme ça de ce qu'on lui propose et de la situation, mais enfin il se ressaisit quand même assez vite, il revient de façon tout à fait honorable dans son rôle avec, il faut le dire, un bel esprit Coubertin. Bon, mais déjà, l'animatrice, Cossard, cadre le débat avec le thémata indigent vérité versus farce. Et bon Dieu, il semble quasiment impossible dans les médias de sortir de ces approches binaires nidoreuses et qui ne relèvent en fait pas de la pensée, mais simplement de l'établissement d'heuristique. Donc, en fait, si on lit entre les lignes, d'une forme d'hétéro-hypnose de masse, au mépris, et c'est surtout ça que je déplore, au mépris du savoir disponible. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Bon bah alors on va donner quelques miettes de connaissances comme ça, quitte à générer l'opprobre et à donner mal à la tête à certains. J'adore ça, moi, donner la migraine. Alors le MBTI n'est pas un test. Non, c'est pas un test. Et ça, c'est quand même emmerdant parce que plus de 95% des critiques que je vois, y compris des critiques provenant de revues scientifiques à comité de lecture, tombent à pieds joints dans ce piège. Et ça montre le niveau d'amateurisme de ces gens qui critiquent, en fait, et qui ne prennent même pas le temps d'étudier ce qu'ils critiquent. On ne critique bien que ceux qu'on aime, hein, ça c'est important. Donc si on part avec des préjugés, bah déjà on ne peut pas faire un travail de scientifique correct. Alors je sais pas moi, quel est l'empaffé qui a dit un jour que le MBTI c'était un test. Et en plus les tests, de l'aveu même de gens un peu experts en MBTI, c'est de la merde. Vous avez des gens qui ont étudié ça, la fiabilité de ces tests suivis d'un retest 5 semaines après, et ben vous avez entre 35 et 50% des gens qui changent de type MBTI en 5 semaines. C'est vous dire à quel point c'est fiable. Donc est-ce qu'on a envie d'arrêter là notre réflexion, les amis? Est-ce que simplement sur la base d'un papier qui nous montre, et je remets pas du tout en cause le papier, c'est totalement conforme à mes 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, et ça me fait encore marrer. Évidemment que tu fais le test, 5 semaines après, tu peux avoir changé de test, c'est complètement banal, donc c'est dire si ces tests sont de la merde. Est-ce qu'on a envie d'arrêter là notre réflexion? Non! Non! On veut pas! Réduire le MBTI à un test est aussi pertinent que réduire le Covid à un test PCR. C'est vraiment le signe qu'ils abordent ça d'une manière extérieure, totalement spéculative, en réifiant leur sujet d'étude. Ils créent du savoir mort, conformément au discours de l'universitaire, évidemment, mais c'est quand même un gros problème méthodologique de ne pas comprendre quelque chose d'aussi basique. Et ils essayent de comprendre et d'étudier cette discipline sans avoir fait ce que propose l'outil, soit la parfaite définition d'un préjugé. De là, notre docteur en neuropsychologie tombe ensuite dans un biais de confirmation, puis dans un biais de généralisation, et enfin dans un raisonnement motivé. Oui, je ne dis pas que tu réalises pas que c'est du bullshit. Non mais les citations, oui, mais après le détail de... Et ça, c'est quand même le gros problème du discours universitaire, c'est-à-dire qu'il peut être tenu, même au plus haut niveau, par des individus dépourvus du moindre vécu concernant le sujet traité et étudié. Ce rejet a priori et en bloc d'une discipline entière provient fréquemment du désir d'un mauvais objet extérieur, quitte d'ailleurs à le créer de toutes pièces, comme ici, à coup de mauvaise foi et de diverses distorsions cognitives. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Franchement, les amis, si le scepticisme est une excuse pour ne pas bosser réellement de l'intérieur les sujets traités et rester ignorant de son ombre, non merci. Et comme disait Jung, non parce que le MBTI historiquement ça vient quand même de notions jungiennes à la base, même si après ça a été considérablement enrichi. Donc comme disait Jung, la science livresque seule ne suffit pas. Il existe une connaissance du cœur qui donne une vision plus profonde. Tu ne peux atteindre cette connaissance qu'en vivant pleinement ta vie. C'est exactement ce que je vous dis dans Hypnomachie depuis des années, nom de Dieu. Et on retrouve ici donc l'erreur classique des demi-habiles consistant à faire des objets mentaux de notions demandant de les vivre pour être pleinement assimilés. Et ces deux sortes de savoirs sont
classiquement confondus et mélangés dans le discours universitaire, et non distingués les uns des autres, ce qui entraîne un manque de pertinence abyssal en bout de chaîne. Pire, certains achèveront de se pavaner dans leur médiocrité épistémique en invoquant l'effet Barnum. L'argument en soi est bon, évidemment, c'est à prendre en considération l'effet Barnum, mais l'argument est bon lorsque c'est fait depuis un plein de soi. Donc évidemment qu'un système de description de la personnalité se doit de faire mieux que l'effet Barnum, mais c'est la base. S'il n'y a pas ça, on est encore dans le conflit mimétique pré-rationnel-rationnel avec le rationnel qui se gargarise de faire mieux que de trois ignorants, évidemment. Mais on va pas s'arrêter là. Donc évidemment qu'il faut faire mieux que l'effet Barnum. Mais la présence d'un effet Barnum n'implique pas forcément l'absence d'autre chose. Donc évidemment qu'on doit pouvoir tester ça. La meilleure façon de contrecarrer l'effet Barnum, c'est encore évidemment de proposer des affirmations qui ne s'appliquent pas à tout le monde et que l'on puisse tester et trianguler. Eh ben on va le faire. Nous avons assez perdu de temps, nous allons passer à des choses plus sérieuses. Alors la dernière fois que j'ai essayé de challenger moi-même mes propres croyances là-dessus, je me suis dit tiens, je vais aller prendre un extrait d'une youtubeuse que j'ai typée en MBTI où j'ai quasiment aucun doute et où vraiment la qualité du typage initial est très 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 élevée. Et je vais prendre au hasard son premier short comme ça, et donc sur 1 minute, normalement, je suis censé pouvoir discerner l'essentiel de ses fonctions cognitives. Et j'ai choisi pour ce faire Anna Kramling. Alors Anna Kramling, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse et championne d'échecs. Elle est très très sympa, pétillante, pleine de vie, un peu attachante. Elle incarne en fait un profil assez archétypal de ce qu'on appelle en MBTI une ENFP. Ajoutez à ça que son jeune âge, puisqu'elle est en début de vingtaine, elle doit avoir 21, 22, 23 ans, quelque chose comme ça, ajoutez à ça que son jeune âge ne lui a pas encore donné le temps de trop développer ses autres fonctions cognitives, et on a là un excellent sujet d'étude parfaitement archétypal. La démarche scientifique, c'est une démarche TESI ou SITE, c'est-à-dire TE, pensée extravertie, c'est-à-dire qu'il faut que tous les concepts puissent être formulés de manière intelligible, compréhensible, transmissible, etc., d'un cerveau à l'autre par des études de manière claire. Et SI, sensation introvertie, ça se base sur des faits, ça se base sur des datas, ça se base pas uniquement sur de la spéculation pure comme dans certaines branches de la philosophie. Non, 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 on veut faire des expériences, avoir un retour d'expérience tangible, concret, mesurable, etc., etc. Anna Kramling, c'est donc une ENFP classique, c'est-à-dire une ENFP qui aurait l'intuition extravertie comme fonction dominante, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer son temps à imaginer des futures alternatives, des et si on faisait ceci, et si on faisait cela, et si ça arrivait, et si jamais on avait les genoux dans l'autre sens, à quoi est-ce que les chaises ressembleraient, enfin vous voyez, voilà, qui est très très créatif du coup, qui imagine beaucoup de choses, beaucoup d'imagination. Donc NE en première fonction, et FI, feeling introverti, donc qui va être extrêmement centré sur ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que ça lui fait, comment elle éprouve les choses. Voilà, normalement, on devrait trouver essentiellement ça dans son discours. Éventuellement, on pourra peut-être trouver quelques petites traces de fonctions ternaires et quaternaires, mais enfin, voyons. I am so incredibly nervous right now. FI, elle est bien ici, sur ses émotions, pas de problème. Because Virtual, my boyfriend, is playing a chess tournament, one of the first chess tournaments of his life, and he is facing Andrea Bottas. Bon, là, on a des éléments de contexte factuel. Quand elle va sur lui, a priori, on est plutôt dans du TE, mais FI est toujours là, derrière, en filigrane. Okay, this is absolutely crazy. FI. He is like 1500 rated and he's playing an actual chess tournament where he's qualified to the upper championship bracket and he's now playing a knockout match against Andrea Bottas. C'est intéressant, là on a le début d'un pattern, on voit qu'elle devient de plus en plus factuelle quand elle parle de lui. It's happening right now. Check it out. It's gonna be so hype. It's gonna be so hype. FI et NE mélangés, là ici on est sur des émotions personnelles avec anticipation d'un futur possible. I'm nervous. Encore du FI. Bon, là, ça colle plutôt bien, quand on ne prend pas le MBTI pour un test et qu'on aborde ça avec une espèce d'ouverture d'esprit minimum et une démarche à peu près scientifique. Bon, alors prenons au hasard quelqu'un d'autre. Je vous ai pris un ISTJ, où je suis à peu près sûr de mon typage aussi. Donc un ISTJ, ce sont des fonctions, en tout cas pour lui, pour cet ISTJ-là, a priori, on est sur du SITE. C'est là encore un ISTJ classique. Un ISTJ classique, ça a exactement les fonctions cognitives opposées à celles d'Anna Kramling. Donc, si on est ici dans l'effet Barnum, logiquement, la personnalité que je vais vous montrer, vous devriez la trouver exactement de la même manière, attachante, pétillante, sympathique et pleine de vie. Attention, roulement de tambour.
On le sait, Non, ça. il est pas- Que c'est les pas- gens, c'est pas- que c'est les pas vrai gens qu'il est- voient il est Dieu pas là. partout. SITE, archétypalement classique, l'expérience, SI, se transforme en savoir transmissible, TE. Vous Ouais, avez il est pas parfaitement raison. Mais le problème, c'est que voir Dieu dans un arc-en-ciel, c'est pas extrêmement convaincant pour quelqu'un qui se dit, bah, j'aurais peut-être marre des preuves. SITE, là encore, besoin de prémices tangibles pour pouvoir raisonner correctement. Que Dieu a ressuscité des morts, que Dieu, qu'il y a l'enfer, qu'il y a le paradis. C'est quand même des trucs un peu plus solides. Tout à fait. Mais ça, si vous cherchez, si vous étudiez, si vous êtes de bonne foi, vous y arriverez. Quand on est de bonne foi, on est comme vous. NE inférieur, donc c'est-à-dire intuition extravertie en 4e fonction, donc il va avoir du mal avec cette fonction, contrairement à un Akramling qu'on a vu juste avant. Il a du mal à s'en servir, comme il nous le montre ici. Oui, j'adhère à quelque chose que je crois être la vérité. Oui, à mon tout à Gilles. fait. Mais Donc vous êtes de bonne foi et pas moi. non, c'est pas ça. Enfin, ça dépend peut-être. Je vous connais pas assez, hein. SI, besoin d'expérience, d'expérimenter, de prendre le temps d'avoir des sensations introverties pour pouvoir se prononcer sur un sujet. Moi, j'aime bien avoir des discussions avec des croyants, ça m'arrive régulièrement. Un petit FI discret en 3e position, tout petit, bah oui, il est un petit peu plus âgé qu'un Akramling, il a donc normalement développé à minima sa 3e fonction. Mais là, vous êtes un type de croyant particulier, vous êtes croyant, mais vous êtes aussi dans les hiérarchies de l'Église. Donc, vous n'êtes pas totalement libre de dire ce que... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, Mathieu, bonjour Mathieu, pourquoi est-ce que vous croyez ? Et TE, bref, pardon, mais pour de l'effet Barnum comme ça, pris sur 2 extraits parfaitement au pif, alors évidemment, il y a toujours des gens qui peuvent douter de ma bonne foi dans les commentaires, ah non, t'as choisi exprès les extraits qui t'arrangent, non, j'ai pris rigoureusement au pif, et comme gage de ma bonne foi, je peux refaire ça, si jamais un jour il y a des sceptiques qui en doutent, qui veulent m'inviter, voilà, moi je vous donne des personnalités que j'ai typées de façon très très claire, et après on choisit ensemble et en direct des extraits complètement au pif, et je vous le refais autant de fois que vous voulez. Encore faut-il aborder ces sujets avec intelligence, et c'est ce qui fait malheureusement défaut. Intelligence, ça vient de interléguer, lire entre les lignes, c'est-à-dire d'avoir l'intuition de ce qui se cache potentiellement derrière le visible. Ainsi, un papier de 2019 paru dans Behavioral Science suggère bien l'existence de plusieurs styles d'activation cognitive dans le cerveau, correspondant peu ou prou aux différentes fonctions cognitives du MBTI. Des travaux en électroencéphalogramme montrent des différences autour de l'onde P300 selon les profils extravertis ou introvertis. Un papier de 2024 analyse ainsi 800 vidéos, de la façon dont je l'ai fait précédemment, avec des taux de prévisibilité des fonctions cognitives que l'on va voir autour de 70%. Ça me semble très très peu, 70% en regard de mon expérience passée, mais enfin, écoutez, c'est déjà respectable et ça a au moins le mérite d'être publié. Et dans une variation effectuée sur 2500 vidéos, après avoir formé les observateurs pendant 90 jours, on arrive déjà à des taux qui sont beaucoup plus proches de mon expérience pratique, compris entre 0.84 et 0.92. Voilà. Autrement dit, l'erreur est humaine, mais globalement, ça marche. Voilà. On va quand même faire une petite parenthèse par rapport à la psychiatrie et à tout ce qui est reconnu socialement comme étant absolument sérieux, comme justement le DSM et ce genre d'approche classique en psychiatrie. Oh bah vu la merde que c'est. Donc là, on est quand même sur des gens où d'un tipeur MBTI à l'autre, à partir du moment où ils ont une formation correcte, on est entre 84% et 92% de correspondance d'un même diagnostic, d'un même typage entre 2 personnes formées. Je vous rappelle, à contrario, que 2 psychiatres comme ça qui regardent la même personne, le taux de reproductibilité d'un diagnostic à l'autre, c'est 20%. Donc qu'est-ce que vous m'emmerdez avec la validation scientifique du MBTI ? T'as commencé déjà par critiquer la psychiatrie à un moment donné. Le MBTI fait 4 fois mieux. Donc quand on a des taux comme ça, entre 84 et 92%, au minimum, on considère l'outil. On le prend pas de haut en disant « Ah, c'est pseudo-scientifique », alors qu'en plus, il y a des publications. Ça m'énerve. Et alors évidemment, on a un double standard total, c'est-à-dire que le MBTI, c'est vraiment le bouc émissaire, tu vois, de la communauté de ces zététiciens comme ça, et jamais on va comparer ça à des taux de choses comme le néo-Pierre qui sont parfaitement acceptés socialement. En fait, c'est de la pure conformité sociale. Il n'y a pas de vrai raisonnement derrière. C'est simplement du lobbyisme idéologique de merde. D'autres papiers comme Gordon et Jackson. T'es Jackson. T'as une tête à t'appeler Jackson. Gordon et Jackson, donc, dans un papier de 2019, nous montrent que certaines combinaisons de fonctions cognitives expliquent plus de 30% de la variance des symptômes du THADA, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention.
Donc, bande de mange-merde, excusez-moi, je suis grossier, mais ça m'énerve. Donc, bande de mange-merde. Avec de tels résultats scientifiques, pourquoi est-ce qu'on a autant de gens qui colportent encore des narratifs complètement débiles qui opposent, par exemple, le Big Five, qui est perçu comme bien, comme glop, comme sérieux, comme scientifique, au MBTI, qui serait pas glop, pas bien, pré-rationnel et pas scientifique. C'est débile! Alors j'ai lu aussi, c'est vrai, les critiques, parce qu'il y a aussi des papiers qui sont scientifiquement critiques avec le MBTI, et donc c'est important de prendre connaissance des arguments des gens qui critiquent ce que vous essayez de défendre, évidemment. Alors j'ai regardé les travaux tels que ceux de Stein et Swan en 2019, de Sauer en 2020, mais ils sont encore à parler d'un MBTI dans lequel les introvertis se rechargent tout seuls, les extravertis se rechargent avec les autres. C'est-à-dire qu'ils en sont restés à des paléo-versions du MBTI, ils ont absolument pas suivi les derniers référentiels mis à jour depuis plus de 30 ans, et qui, eux, sont beaucoup plus robustes, qui passent le tamis de la rationalité, et sans surprise, malheureusement, un nombre conséquent d'études, c'est-à-dire de gens qui sont passés par un système de revue par les pairs, et qui confondent encore dans leur papier le MBTI et le test. Merde! C'est-à-dire qu'en fait, ils se lèvent le matin, ils ont une idée et ils pensent que ça mérite d'être publié et d'être lu. Alors en général, d'ailleurs, c'est lu par des gens de leur milieu et il y a une espèce de connivence de l'esprit bourgeois éclairé. Donc, est-ce que beaucoup reste à faire en termes de recherche? Assurément, évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses restent à faire, mais on est très loin de ce type de narratif manichéen simpliste, fait pour se donner l'illusion d'être intelligent en étant du bon côté d'une barrière aussi virtuelle que fantasmée. Doctorat en psycho ou pas. Il faut que tu apprennes. Je suis là pas à quoi faire, moi. Non, je vous jure, ce genre de raisonnement fait par des demi-habiles, moi à un moment donné, ça finit par me gonfler. Et je suis pas le seul, Arthur Schopenhauer déjà les mentionnait autrefois. Ce que le troupeau déteste le plus, c'est celui qui pense différemment. Ça n'est pas tant l'opinion elle-même que l'audace de vouloir penser par soi-même. C'est quelque chose que eux ne savent pas faire. Dernier argument en passant, la variété des référentiels. Les escrocs spéculatifs et autres pseudo-sachants desséchants ignorent souvent qu'il y a plusieurs types de MBTI. Il n'y en a pas un seul. Il y en a des dizaines avec des degrés de robustesse extrêmement variables. Et très souvent, ils font l'erreur d'en analyser un et de penser les avoir tous réfutés. Zéro pointé en termes de méthodologie. Le MBTI n'est pas un test. La présence d'effets Barnum n'implique pas l'absence d'autre chose. Le discours de l'universitaire n'est pas l'alpha et l'oméga de la connaissance humaine. La mise en concurrence de modèles différents ne fait qu'appauvrir son épistémologie et relève d'un paradigme rationnel plafonné. Aborder un propos sans son cadre épistémique d'origine et en le réifiant, c'est la garantie de l'assécher et de le vider de sa substance. Des validations scientifiques publiées et reproductibles existent. Le MBTI n'est pas un référentiel uniforme, compliquant par cela même son évaluation. Voilà, je crois qu'on a terminé. Bon, sans surprise, on va retrouver exactement le même pattern avec la psychanalyse, et on va retrouver Jean Sceptique, qui aura vu un épisode de Méta de choc, de vidéos de la tronche en biais, et qui considérera que c'est une pratique d'un autre âge, une arnaque. Il se sera senti conforté ensuite par un film de Sophie Robert et le pavé de Michel Onfray, et il s'arrêtera à ça. Et comment lui en vouloir? Je veux dire, j'ai été moi-même un anti-psychanalyse primaire durant plus de 10 ou 15 ans au cours de ma jeunesse. J'avais tort. Qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de la merde, hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante, pourquoi pas une opinion. Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. C'est prenez, ceci est ma merde. Battez-vous avec, oui. Donc, vous disais-je, on va retrouver le même pattern, plein de gens sans aucun vécu, qui vont réifier leur sujet d'étude, essentiellement par peur inconsciente de leur ombre, et de leur singularité, en fait. Vous allez voir que ce sont très souvent des gens qui ont tendance à s'oublier dans le groupe, dans la masse, et qui ne pensent que collectivement.
Plus rarement, cela peut être aussi par simple ignorance. Pourtant, si c'est une imposture scientifique complète, comme le disent certains détracteurs, comment expliquer alors que Deisenhofer et ses collaborateurs en 2024 aient publié une méta-analyse, pas une étude, une méta-analyse, autour du traitement du stress post-traumatique et démontrent l'efficacité des approches psychodynamiques, elles-mêmes aussi efficaces que les autres approches, mais avec un taux d'abandon de 37% inférieur. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Comment expliquer alors que Midgley et ses collaborateurs, en 2024, dans une deuxième méta-analyse, basée sur 22 études, en montrent également l'efficacité? Comment expliquer que Krakauer et ses collaborateurs, en 2023, dans une troisième méta-analyse, aboutissent aux mêmes conclusions? Ça fait beaucoup là, non? De même également pour le papier de 2023 de Leisenring et ses collaborateurs. Ah, c'est pas scientifique, mais on a des méta-analyses qui montrent que ça marche! Et pareil pour les travaux de Caselli et ses collaborateurs en 2023 autour des approches dites brèves, qui traitaient principalement de la dépression avec 91% de réduction des symptômes. Quand même. Merde, quand même. Normalement, avec autant de sources et de méta-analyses, on devrait, si on est scientifiquement correct, revoir un petit peu ses croyances, non? Eh ben non. On est toujours séduit non pas par ce que on entend, mais par ce qu'on attend. Mais ce qui suppose quand même que ce qu'on entend puisse permettre à ce qu'on attend de s'y greffer. Et la manipulation, elle est là. Voyez ? Et ça, c'est un point important. Il y a une propension à chercher à trouver une cohérence, à chercher à trouver, si vous voulez, un sens à ce qui se passe. La foule, elle est d'une certaine manière l'image aussi du chaos. Alors, l'image du chaos n'est pas que négative. Ce serait une erreur de croire que le chaos, c'est, si vous voulez, le désordre qui détruit. C'est pas vrai. Si vous prenez Gilles Deleuze, il montre très bien qu'il ne saurait y avoir d'acte de création sans la possibilité d'un chaos dans lequel, en quelque sorte, l'acte de création vient faire une coupe et ressort quelque chose qui porte l'empreinte du chaos et en même temps et n'est plus du chaos puisque ça s'est mis en forme, ça s'est mis en sens, ça s'est mis en cohérence. C'est vrai en science, c'est vrai en philosophie, c'est vrai dans l'art. Alors, c'est un peu ça la question de la foule. Et la psychologie des masses, lorsque Freud reprend le texte de Le Bon, qui encore une fois est un penseur réactionnaire, hein, encore une fois, pour lui c'est la foule, c'est la femme, c'est l'hystérique, elle se laisse porter par les images, les émotions, etc. Freud va le rapprocher de l'hypnose, c'est-à-dire il va le rapprocher du concept en psychanalyse de transfert, c'est-à-dire effectivement, si vous voulez, de cette espèce de dépendance, de dépendance amoureuse par rapport à quelqu'un auquel on suppose le savoir qui vient dire l'être qui est le nôtre, quoi. Bon. Ben non, et vous savez pourquoi? Parce que ce qui prédit le mieux la révision des croyances, c'est l'intelligence et non pas l'éducation, comme l'ont montré Stanovich en 2021 et surtout Pennycook et ses collaborateurs en 2023 dans une étude sur plus de 10 000 personnes. À niveau d'éducation égale, variable qui a été contrôlée donc, un écart type de plus d'intelligence fluide divise par 2, c'est énorme, le risque de persister dans l'erreur après avoir été exposé à des arguments contradictoires, robustes, comme ce que je vous fais ici. L'explication seule est un facteur négligeable une fois le quotient intellectuel mis dans la balance. Je sais même pas si c'est légal de dire ça, les gars. Donc, comme le confirment les travaux de West et ses collaborateurs, 2025, c'est tout récent, là, ça a 3-4 mois, ça vient à peine de sortir. Ils ont donc fait une méta-analyse regroupant 118 études sur 48 000 personnes. Tenez-vous bien. L'intelligence fluide prédit la révision des croyances à hauteur de 0,48. C'est énorme. Mais, parce qu'il y a un mais, ce serait trop beau, mais uniquement si la croyance n'est pas liée à l'identité sociale. C'est-à-dire que même s'ils se vendent comme soi-disant rationnels, eh ben les zététiciens ou les sceptiques, à partir du moment où ils se sont déjà positionnés publiquement, qu'ils ont créé comme ça un rôle social, ils se sont positionnés publiquement contre le MBTI, contre la psychanalyse ou contre je ne sais quoi, eh bien même s'ils sont intelligents et diplômés, ils ne seront en fait plus vraiment à même de métaboliser ce que je suis en train de vous dire, même avec des sources, même avec des méta-analyses.
Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Dès que l'on rajoute un marqueur d'appartenance tribale, si vous voulez, et surtout, la transhypnotique qui va avec, parce qu'à mon avis, c'est surtout ça. On peut tout à fait appartenir si jamais on a développé une liberté intérieure, ça va, mais dans l'immense majorité des cas, les gens ont le nez dans le guidon par rapport à leur transhypnotique d'origine anthropologique. Donc, dès qu'on rajoute un marqueur tribal, l'impact du quotient intellectuel tombe à 0,04. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 8-9 jours où vous laissez votre argent sur un livret A, quoi. C'est autant dire que dalle, évidemment, c'est minable. Et c'est pour ça que je vous expliquais dans la vidéo bonus 43, sortie 4 ans avant la méta-analyse de West et de ses collaborateurs, que la société, c'est l'hypnose. Et c'est encore une énième fois où, pour parler en termes de MBTI, l'intuition de Bhaskar et les enseignements traditionnels, je vais quand même pas tout m'apporter tout le mérite de la chose, avaient 3 longueurs d'avance sur la psychologie universitaire. Et preuve à l'appui, puisque la vidéo est sortie donc il y a 3-4 ans. Donc ça veut bien dire que j'avais 3-4 ans au minimum. Et en vrai, l'idée elle était là depuis bien plus longtemps, mais plus de 3-4 ans d'avance sur la recherche universitaire au plus haut niveau. Bon, j'ai l'habitude. Et on en revient, les amis, à mon grand dada, pardon de me répéter, mais sans compréhension profonde de son nombre, il n'y a pas de réflexion claire possible. Damasio le disait déjà il y a 25 ans. Les facteurs émotionnels viennent alors perturber nos velléités d'objectivité initiale. C'est une façon un peu détournée d'atteindre notre objectif, mais c'est ce qu'on a de mieux à faire. D'accord. Et l'on reste soumis à tout ceci, zététicien ou pas. Voilà pourquoi je vous dis que la hypnomachie est ce que la zététique aurait pu ou dû devenir si elle ne s'était pas arrêtée en chemin, faute de ce que la tradition appelle un choc conscient. Mais comme elle est coupée d'une tradition spirituelle authentique, du coup, elle s'est arrêtée en chemin. Ce qui est classique, malheureusement. Et ce choc conscient, c'est la prise de conscience de notre condition, ce qui nous amène nécessairement, à partir du moment où on commence à se vivre comme sujet individué, ça nous amène nécessairement au-delà du mental au mental. Les mots indiquent une direction, mais ne disent pas tout. Hein. Et dans ce pas tout, il y a une ouverture de la conscience. Dans ce pas tout, il y a tout. Il y a l'infini. Et comme disait Miguel Oscar Menassa, à partir de la psychanalyse, les sciences devraient changer pour inclure dans l'opération un nouvel élément, le désir du scientifique. Et pardon, là c'est moi qui rajoute, mais c'est absolument basique en sciences objectives. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation psychique ou psychologique, ni d'une purification du désir sexuel infantile réprimé, mais d'une construction. Parce que dans la formation du psychanalyste, il y a ce point qu'on désigne comme le désir de l'analyste. Autrement dit, d'assumer, d'avoir un désir et d'assumer d'être le co-créateur, conscient et inconscient, main dans la main, de notre propre désir. Et pardon, mais je reviens encore sur ce fait absolument délirant dans le système académique. On peut avoir un doctorat en psychologie et n'avoir jamais plongé en soi. C'est-à-dire, en fait, n'avoir aucun savoir de première main. Faut-il s'étonner ensuite de voir des gens comme Franck Ramu, par exemple, se vautrer comme ici, dans un conflit mimétique bas de gamme entre MBTI et Big Five, voir quel phallus serait le plus gros? En général, on dépasse ce genre de guéguerre adolescente quand on a travaillé un petit peu sur sa propre castration. Donc, ne vous en déplaise, monsieur Ramu, et je parle pas de monsieur Ramu comme ça, monsieur Ramu et les autres, c'est un archétype, je vois les sceptiques comme ça qui sont dans le conflit mimétique, Big Five, MBTI et autres schémas similaires. Donc, monsieur Ramu, ne vous en déplaise, on vit très très bien, je vous assure, avec un tout petit phallus. Plus sérieusement, quel est l'intérêt de les comparer comme ça dans une espèce de paradigme rationnel plafonné quand on peut utiliser les deux? D'autant que c'est plutôt enrichissant puisque leurs deux épistémologies sont assez éloignées. À part l'économie cognitive, les amis, quel intérêt de les opposer comme ça? Autant je peux comprendre ce besoin. Non mais vraiment. La fainéantise est une tare, mais la paresse est un art. Mais on attend mieux que ça d'un expert, non? Enfin, moi, j'attends plus d'un expert. Beaucoup, beaucoup plus. Alors, je suis probablement un vieux con réactionnaire, très probablement même, je pense que c'est hautement probable comme hypothèse de travail. Mais quand je vois comment ces ayatollahs du système prennent de haut
la psychanalyse, le MBTI, certaines de mes vidéos, certains travaux de certains confrères, etc., j'attends de leur épistémologie qu'elle ne s'effondre pas dès que je gratte juste 3 minutes, mais je suis souvent déçu, étant, à cet égard, malheureusement, l'enfant d'un monde d'excellence qui n'existe plus. Et puis il y avait des parents qui ne divorçaient pas forcément tous les 4 matins. Il y avait des familles, il y avait des parents, il y avait les grands-parents, on vivait encore avec les grands-parents. Enfin, toutes ces choses-là étaient transmises et il y avait, un dressage neuronal qui permettait de fabriquer un cortex. Et le pire, c'est que la plupart des sources que je vous ai citées ici parlent de ce qu'on appelle des approches psychodynamiques, validées par des méta-analyses. C'est-à-dire que la psychanalyse fait l'effort de se travestir elle-même pour rentrer dans une épistémologie qui n'est pas la sienne. Elle ne joue pas à domicile. Et même ainsi, elle trouve le moyen de performer. Et malgré ça, j'ai encore des demi-habiles dans les commentaires qui trouvent le moyen de parler de pseudosciences. Non mais on est en train de marcher sur la tête là, faut arrêter la picouse les gars. Nous avions déjà évoqué ces notions dans la vidéo avec Fauvaria, notamment sur l'irréductibilité de la psychanalyse au langage. J'avais essayé de lui expliquer avec un succès, ma foi, très relatif, mais en effet, ce genre de choses ne se comprend bien qu'à partir du moment où l'on fait preuve d'implication. Je suis du bon côté, jeune fille. Vous pouvez me croire. Non, parce que souvent dans la littérature scientifique, il est comme ça question de thérapie psychodynamique, comme si celle-ci était en tout point équivalente à la psychanalyse. C'est un raccourci qui peut être commode et qui est généralement accepté pour faire de la science et jouer le jeu de la science, mais c'est impropre si on veut être réellement rigoureux avec la psychanalyse. Si l'on est un puriste, la psychanalyse ne peut par définition pas entrer dans une démarche scientifique, elle est hors champ. La psychanalyse n'est pas une science, et elle ne le sera jamais, parce qu'elle ne procède pas du général, elle procède au un par un. Elle sait que chaque symptôme est différent. Et en soi, cette résistance au procédé d'évaluation est une métaphore de toute la richesse qu'elle a à apporter. Notez cependant comment elle demeure respectable, même si on l'astreint à se concaténer pour entrer dans l'idéologie du siècle. En sus, cela fait bientôt un siècle que Saul Rosenzweig a théorisé ce qu'on appelle l'effet dodo. Effet dodo en référence à Alice au Pays des Merveilles et à son personnage du dodo qui organisait une compétition où tout le monde gagne, comme à l'école des fans. Ouais, j'ai perdu tous les moins de 30 ans là. Ainsi, lorsque l'on compare les différentes chapelles et écoles avec des praticiens compétents, elles semblent obtenir des résultats sensiblement similaires sur les différentes pathologies, quelle que soit leur obédience, même si, avec les années et l'inflation du nombre de troubles, cet effet semble s'estomper, ce qui pose la question de l'évaluation par trouble. C'est logique que plus il y a une inflation du nombre de troubles, plus cet effet, justement, statistiquement diminue. On est en droit de se poser la question de est-ce que c'est que les thérapies deviennent d'un seul coup moins efficaces, ou est-ce que c'est comme on multiplie les grilles d'évaluation, les taux d'efficacité fatalement baisse. Énormément de praticiens sont circonspects, voire franchement hostiles à cette approche qui segmente comme ça l'humain en le résumant à un ensemble de troubles, contrairement à des visions plus holistes des choses. Je vous ai compris! Non, holiste, global. Mais ça demande de lâcher le veau d'or du langage quelque part. Mais je m'étonne encore que un demi-siècle après Lacan et après Wittgenstein, on fasse encore comme si ces gars-là n'avaient rien dit. Mais je dois bien vous avouer que ça résiste. Je vois bien autour de moi, ça résiste, et pas qu'un peu. Certains peinent à lâcher leur doudou épistémique, et c'est vrai que certains jours, je suis las d'expliquer, et que c'est à se taper le crâne contre des arbres au bout d'un moment. Et en même temps, je comprends la difficulté fondamentale à lâcher le mental. C'est tellement humain. Le point aveugle du discours occidental, c'est l'espace de la question sans réponse. L'espace où le répondeur aux questions de la vie humaine brille par son absence. Et c'est vraiment ce point-là qui bloque le plus chez les détracteurs de ces différentes disciplines. En général, ils sont totalement identifiés, transhypnotique d'identification, à leur mental. Et ils n'arrivent pas à lâcher pour voir le cadeau qu'ils pourraient recevoir si jamais ils faisaient preuve d'un tout petit peu d'ouverture d'esprit. Pire, ils demandent souvent à réduire l'ineffable en mots, la 3D en 2D, le reste à dire en concept. Ainsi soit-il, mais sois plus clair. Exprime-toi dans la langue.
C'est une forme malheureusement de pauvreté intérieure, tout comme certains, incapables car non éveillés, vous demanderont à quoi sert la poésie, par exemple, c'est tout aussi inepte, ou à l'instar de scientistes à la Laurent Alexandre qui vous réduiront l'amour à des mécanismes neurobiochimiques. Bon, on peut, hein, mais c'est un affadissement, un aplatissement du réel. On en revient vite à la fameuse citation de Lacan. Je sais qu'elle est dure, mais tout ce que je vous raconte l'illustre tellement bien. La psychanalyse est un remède à l'ignorance. Elle ne peut rien contre la connerie. Et ce scientisme, au passage, qui est totalement corrélé aussi avec des gens qui ont un SI très très fort et qui n'imaginent pas justement tout ce qu'il peut y avoir hors de leur carte du monde à cause de NE qui est en 4e position. Et on avait vu dans la vidéo sur les ravages de l'intelligence que justement il y avait des liens avec le quotient intellectuel et la boucle est bouclée. Bon, tout est cohérent en termes scientifiques et universitaires. Donc ce scientisme est un appauvrissement, une réaction du vivant qui consiste à penser et à vivre sans finesse, pour paraphraser un livre très médiocre, à vivre comme des porcs. Mais il est ainsi tellement attendu, c'est tellement logique et tellement cohérent que les pourfendeurs de la psychanalyse soient précisément les adorateurs, les zélotes dévoués d'un mental usurpateur. C'est vraiment parfaitement cohérent. Si la folie est une panne de la raison, la psychanalyse, en tant que fable juive, Kafka dira que la psychanalyse est probablement le dernier midrash dont est accouchée la modernité. Si donc la folie juive, là, qui se manifeste comme panne de la raison, en tant que folie légalement identifiée dans un système de pensée, juridiquement et politiquement garanti, est appelée à fonctionner comme une panne dans ce système de pensée, eh bien c'est qu'elle est considérée comme un attentat contre ceux qui nous garantissent la raison. Et pas besoin d'être grand clair, pour s'apercevoir que c'est exactement comme ça que sont considérés les juifs, et c'est aussi exactement comme ça que sont considérés les psychanalystes. Ce sont ceux qui commettent un attentat contre ceux qui nous garantissent la raison. C'est pas les seuls. Il y en a eu d'autres, Les sorcières, Don Juan, par exemple, Molière, donc, etc. Mais enfin, ceux-là, au moins, c'est bétonné, c'est sûr. En fait, ce que la mise en évidence de tous ces biais raconte, c'est une histoire proprement anthropologique. C'est l'histoire d'un effondrement de l'ordre patriarcal ancien qui laisse place au XXIe siècle à des abîmes épistémiques vertigineux consécutifs au questionnement de nos mythes fondateurs. Que devient la vie ensemble si on organise une concaténation entre la liberté et la vérité? C'est-à-dire chacun est libre de croire ce qu'il veut, de fabriquer sa fiction personnelle sur tous les sujets, y compris les sujets pour lesquels il y a une vérité relativement établie. Qu'est-ce qu'on devient ensemble? Comment on peut faire des projets ensemble s'il y a cette liberté totale de croire absolument ce qu'on veut? Par exemple, imaginez que la moitié des gens deviennent platistes, pensent que la Terre est plate. Ouais. Quels seraient nos programmes spatiaux? Et là, dans ce discours de Klein, vous avez ce on sempiternellement présupposé et jamais réfléchi. Il a fallu attendre les Lumières pour qu'on osât penser l'individu indépendamment de son lignage. Ça n'est pas si vieux, ça a à peine quelques siècles. Et fort est de constater que ces lumières ne sont pas encore allumées à tous les étages pour tout le monde, car la question de la nature du père qui fédère le groupe social et qui permet derrière la fraternité demeure un tabou fondamental. La question de la liberté de penser pose d'emblée et d'abord la question de savoir ce que c'est que penser. Penser, démontre-t-il, Pierre Legendre, suppose, retenez bien cette formule, parce que je la trouve tout à fait épatante, penser suppose des signifiants qui nous instituent dans une descendance.
Et on en revient au logiciel spirituel, ça fait 6 ans que je vous bassine avec ça sur la chaîne. Ce qui nous ramène systématiquement à notre part d'héritage. C'est-à-dire à ce que le père mort, le père symbolique, le bélier, là dont il est question dans le sacrifice d'Isaac, à ce que le père mort a fabriqué pour chacun d'entre nous. Alors je dis, c'est en ce point que la psychanalyse, m'appuyant sur Pierre Legendre, c'est en ce point que la psychanalyse s'institue dans une tradition jusqu'à subir le même opprobre que les juifs, que le judaïsme. La psychanalyse, comme le judaïsme, ou comme un certain judaïsme, je dirais, les psychanalystes se livrent à des interprétations insensées. Mais alors, dans le vocabulaire théologique, ça se dit autrement. Ça se dit, la psychanalyse, comme le judaïsme, c'est une affaire diabolique. La psychanalyse, dit Pierre Legendre, peut être dite affaire diabolique, et nous verrons plus loin en quoi cette référence intéresse directement l'histoire de la question juive. La psychanalyse, donc, peut être dite affaire diabolique parce qu'elle détruit les valeurs. Et là, vous avez une différence de fond entre l'hypnomachie et la psychanalyse. En effet, détruire les valeurs et détruire l'identification aux valeurs, et par extension l'identification à la psyché, ça n'est pas tout à fait la même chose. Or, parmi les valeurs les plus sûres, les plus chères à l'humanité industrielle, comme il dit, il y a d'abord et avant tout l'idée qu'on se fait du texte, la façon dont on fonctionne avec ça, ce qui est et demeure dans notre système historique des institutions la façon chrétienne de façonner les humains au moyen des textes. D'où l'importance, comme dirait Kierkegaard, de ne pas confondre le christianisme et la chrétienté. Nous assistons donc là à un véritable duel entre frères ennemis. Une tentative déraisonnable de créer ou de protéger un ordre en sacrifiant toute forme d'introspection, d'osium et de conscientisation de son ombre, d'où, logiquement, le rejet attendu des moyens d'effectuer un tel travail, c'est assez cohérent. D'où aussi cette forme de scientisme et de rejet de tout ce qui va, en fait, ébranler l'image fantasmée du Père. Et en face, on va avoir des individus qui cherchent justement l'inverse, c'est-à-dire à s'auto-individuer, brandissant et revendiquant leur pouvoir de création d'un nouvel ordre symbolique vis-à-vis du monde, c'est-à-dire ce que Lacan a appelé le discours de l'hystérique, qui ne parle pas que des femmes. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être hystériques, contrairement à ce que certaines pauvres en esprit m'ont écrit dans les commentaires. Ouais, ils ont une pensée complètement inversée, je veux dire, c'est le genre de peuple à rapprocher le piano du tabouret. En fait, j'en peux plus, moi, de tous ces gens qui réagissent limbiquement sans même avoir étudié les sujets évoqués, sans même prendre le temps de simplement se connecter émotionnellement. C'est-à-dire qu'à la limite que le néocortex soit pas éveillé, ok, bon, les gens n'ont pas étudié, ça peut arriver, ça nous arrive à tous dans tel ou tel domaine. Donc ok, il reste que le limbique, mais au moins que le cœur soit ouvert, parce que sinon il y a quoi? Il y a rien. C'est insupportable parce qu'il n'y a pas là de dialogue possible avec ces gens. En fait, et c'est aussi prétentieux de ma part que rigoureux de le dire, mais je pense qu'ils n'ont juste pas les moyens cognitifs de dialoguer avec moi et de visionner mes vidéos, tout simplement. C'est dur, hein, c'est dur de le dire, ça fait vraiment le mec qui se la pète, c'est totalement tabou aussi de le dire. Mais tout comme il est tabou de dire qu'entre 1990 et aujourd'hui, le nombre de cas de drépanocytose a été multiplié par 4 en 25 ans, et que ça en dit long sur certaines théories soi-disant infondées, parce que la loi interdit de les penser, hein, je pose ça là. Comme disait Aldous Huxley, les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. Alors de la même manière, j'ai déniché un autre demi-habile qui suit exactement le même schéma à propos de l'ostéopathie cette fois.
Bon alors ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ce que disent et font les ostéopathes, alors je vous propose qu'on y jette un œil pour une petite piqûre de rappel. Alors on commence avec mon préféré, ostéopathie sur carapace de tortue, je trouve ça incroyable, c'est trop drôle. Mais vous inquiétez pas, il y a pas que ça, c'est pour tout le monde l'ostéopathie. Il y a aussi ostéopathie pour serpents par exemple, tu vois. Je vois pas vraiment où est le problème là, j'entends très fort la connotation péjorative que tu veux placer sur ton propos, mais je cherche l'argument. Ça c'est vrai, c'est vraiment trop fort. Mais attends, il y a aussi ostéopathie sur éléphant par exemple, tu vois, enfin... T'inquiète, y a aucune limite, faites-vous plaisir. Ah mais c'est exactement ce qu'on va faire, on va se faire plaisir avec ça, exactement. À mon avis, je pense que ça te ferait pas de mal, tu n'as pas l'air de déborder de plaisir dans ton existence d'ailleurs, hein, mais bon. Les ostéopathes, ils aiment bien aussi jouer avec des bébés, hein, donc voilà, ils font rien, ils posent les mains, et ils prétendent que ça fait plein de trucs, quoi, hein, ils font le retour de l'être aimé, etc., comme d'habitude. Retour de l'être aimé, ça va être le niveau global de ta critique, là, sarcasme et zéro argument ? Alors attention, l'ostéopathie c'est pas que pour les bébés et les animaux exotiques, c'est aussi pour tout le monde, hein, les gens de façon générale, et évidemment ça fait tout, ça fait absolument tout, hein, on peut le lire. Ils nous font des listes interminables de motifs de consultation ou de raisons de consulter, des choses comme ça, tu vois. Bah tu vois, la médecine le prétend aussi. Et alors, quel est l'argument ? Ils le présentent bien, ils disent pas qu'ils soignent parce qu'ils savent qu'ils ont pas le droit. Mais quand je dis qu'ils prétendent tout soigner, regarde la taille des listes qu'ils font, les gars. La taille de la liste serait un argument ? En quoi c'est un argument ? Je veux dire, le bicarbonate de soude, il fait aussi un paquet de trucs. Et alors ? Ça ne s'arrête jamais, ils soignent absolument tout, ou ils prennent en charge, enfin, t'inquiète. Liste non exhaustive, ça c'est le truc pour m'achever. Lui par exemple c'est marrant parce qu'il est formateur dans une école, et il partenaire Andrew, etc. Bon, on connaît l'histoire. Alors évidemment, les femmes sont une grande cible de l'ostéopathie et des pratiques New Age de façon générale. Donc l'ostéopathie gynécologique, qui souvent implique des touchés pelviens, qui sont évidemment illégaux, voilà, donc ça fait les troubles de la fertilité, etc. Le retour de l'être aimé, encore une fois. Eh ben, je vois toujours un taux de sarcasme qui pète le plafond, là, mais malheureusement, toujours aucun argument, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y aurait matière à discuter sérieusement, avec ouverture d'esprit, de l'épistémologie de l'ostéopathie. Encore faut-il être capable de sortir de ses ornières. Alors là, on a l'ostéopathie pour booster ton système immunitaire, hein. Rien que ça, t'inquiète. Là, t'as un ostéopathe qui t'explique que se faire craquer le dos tout seul, c'est très dangereux et qu'il faut absolument pas le faire, sinon ta posture t'inquiète. Oups. Donc comme d'hab, les ostéopathes disent et font n'importe quoi, c'est normal puisque leur discipline est complètement pseudo-scientifique. Et on en revient au sempiternel conflit ST versus NF déjà mentionné, avec malheureusement aucun recul de ta part sur ta propre épistémologie. Mais personne n'a rien vu et on se pose la question de pourquoi on dénonce l'ostéopathie. C'est marrant. Donc en résumé, les ostéopathes, ils ont des prétentions thérapeutiques infondées, ils ont des techniques totalement illusoires, issues de concepts insuffisamment éprouvés, mais ils comprennent pas pourquoi on dit que c'est du charlatanisme. En effet, parce que la carte de l'épistémologie ST n'est pas le territoire de la vie, ne t'en déplaise. Alors il se trouve que moi je l'ai contacté, histoire de voir si découvrir d'autres épistémologies, au hasard celle dans laquelle l'ostéopathie pourrait avoir du sens, l'intéressait. Je me suis retrouvé, sans surprise, face à un mur. Pire, alors que c'est moi qui venais dialoguer, c'est moi qui essayais justement d'entamer une conversation, de lui donner de l'information, il m'a répondu que je ne souhaitais pas échanger, quelle blague, quelle inversion accusatoire. Très vite, devant la difficulté à brancher un petit peu ses lobes frontaux, on en vient à attaquer le messager, de sorte à faire oublier le néant conceptuel et les mécanismes de déni mis en place pour protéger sa petite épistémologie. Un petit peu comme dans l'histoire de sagesse de la grenouille et du puits, pour ceux qui la connaissent. La plante ou chez l'humain, et quelquefois ces flux d'énergie sont bloqués en fait. Bon les gars, faut qu'on parle en vrai. Y a aucun problème à ce que vous croyez à la magie. On notera sans surprise un modèle du monde engoncé, complètement coincé dans le conflit mimétique avec son corollaire, la peur. La peur qui coupe de la source intérieurement, la peur qui bloque l'enclenchement du néocortex. Bon, c'est emmerdant quand on a une prétention à la rigueur intellectuelle. Par contre, c'est parfait si on cherche, en fait, subconsciemment, un antagoniste. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter d'essayer de soigner des choses avec vos croyances éclatées, là? Là, en plus, c'est France TV, et le type est présenté comme chercheur, hein. J'ai pas vérifié, mais j'ai peur. Bientôt, peut-être l'acupuncture minérale, hein, l'acupuncture sur les cailloux, mon pote. J'ai pour habitude de dire que la maladie
c'est la matérialisation d'un déséquilibre énergétique. La seule chose que les thérapies alternatives ont d'alternatif, c'est qu'elles se basent sur des fondements alternatifs à la connaissance pour dire ce qu'elles disent. Et c'est une alternative à cette épistémologie ST. Oui, c'est parfaitement assumé. Et c'est pourtant avec cette acupuncture NF qu'on fait des anesthésies en chire dans les hôpitaux en Chine. Qu'on ouvre les mecs comme ça avec des aiguilles. Ne t'en déplaise. L'acupuncture, en fait, c'est pas une panacée. Au stade où on en est de la connaissance en acupuncture végétale, on peut pas tout soigner. Non mais c'est pas que tu peux pas tout soigner, c'est que ça soigne rien, en fait. C'est bizarre, pourtant j'ai trouvé une étude de 1997 dans le American Journal of Chinese Medicine qui raconte comment ils ont piqué des haricots et ont entraîné par la suite 20% de photosynthèse en plus, 27% de transpiration en plus, 14% globalement de rendement supplémentaire, et d'autres papiers mettent également en évidence la présence de méridiens via la mesure de la résistance électrique. N'aurais-tu fait aucune recherche pour penser ce que tu penses? Et je vous passe certaines anecdotes provenant de Taïwan ou de Chine qui ont été rapportées mais qui seraient en effet plus critiquables d'un point de vue scientifique, puisqu'une anecdote évidemment n'a aucune valeur dans ce contexte. Mais enfin, on a des faisceaux d'indices quand même. Alors, est-ce que ces échantillons sont archi-robustes? Est-ce que la p-value, est-ce que les échantillons sont suffisamment énormes pour donner une certitude totale? Pas du tout, pas de problème. Mais ça invite plutôt à tester davantage en variant les conditions de contrôle, non? Enfin, si jamais on a ça d'ouverture d'esprit, évidemment. N'est-ce pas ainsi que penserait un honnête scientifique, plutôt que de ne vivre que dans le précaré de ce qui fut fait et pensé par d'autres? Ça m'énerve parce que chaque fois on est dans des bonnes vibes et à chaque fois tu fais oui mais. Toi t'es un oui mais. J'appelle ça les oui mais boys. Tu vois, c'est relou, c'est les oui mais. C'est assez fou. Très rapidement, j'ai obtenu des résultats sur les arbres fruitiers. Puis ensuite, j'ai commencé à obtenir des résultats sur les courges, haricots et tomates. Donc là, si c'est le réel qui nous intéresse, normalement, on continue d'explorer, non? Non? En ce qui concerne les plantes légumières, on peut, en préventif, faire en sorte de ne pas avoir d'atteinte. Si c'est vrai, on doit pouvoir le tester empiriquement avec la méthode scientifique, par exemple en faisant au moins un groupe contrôle sur un échantillon conséquent d'individus. Oui. Vraiment, c'est fascinant, on peut inventer n'importe quoi. Et les flux énergétiques, et ça soigne des maladies, et ça les prévient. À un moment donné, arrêtez le délire, quoi, c'est fou. Donc là, en fait, on ironise pour ne pas avoir à mouiller le maillot en première ligne. Parce que, cher rageux, il ne t'a pas échappé qu'avant de monter un protocole de test, il faut quand même d'abord formuler des hypothèses. Enfin, à moins d'une découverte par sérendipité, mais ça n'est pas la norme, ça n'est pas le cas le plus fréquent, et tu le sais très bien. Et quand on en est dans le protocole de recherche, justement au stade des hypothèses, on a quand même le droit de s'exprimer, non? Mais là, tu voudrais dénigrer, mais sans la moindre forme d'érubescence, d'honnêtes chercheurs qui font ce que toi, tu n'as pas les couilles de faire. Chercher en terrain inconnu. La science, sans l'audace, sans la noblesse, sans le panache. Oui mais, ferme ta gueule. En fait, ce sont ce type de demi-habiles sans courage qui cherchent à museler, à faire taire, ce qui, dans tous les sens du terme, entraîne une réflexion. Réflexion au sens de penser, d'abord, évidemment, mais surtout réflexion au sens de leur réfléchir comme un miroir, leur tendance à pisser froid. Une pensée qui n'est pas libre et une vie qui n'est pas libre, c'est pas la vie, c'est pas la pensée, c'est pas l'amour. Donc il y a ces 4 grands besoins qui sont habités de l'intérieur par 4 grands désirs. C'est-à-dire non seulement je désire être vivant, en bonne santé, mais je désire la vie éternelle, je désire une vie sans fin. Non seulement je désire la connaissance, savoir des choses, mais je désire la lumière, une lumière sans fin. Et non seulement je désire aimer et être aimé, mais je désire aimer infiniment et être aimé infiniment. Donc, sentez bien, il y a ce désir d'absolu au cœur du relatif. Donc, on est mené par nos besoins, et le drame, c'est effectivement ça, c'est le désir arrêté. C'est-à-dire mon désir, par exemple, de vie est arrêté par cette vie seulement mortelle. Je ne vais pas au bout de mon désir. Comme mon désir de connaissance est arrêté par des petits savoirs que j'ai appris à l'université ou ailleurs, qui sont très bien. Mais là, j'ai arrêt sur image. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Oui. L'idolâtrie nous en met plein les yeux. Et je crois que ce que je sais, c'est la vérité. Alors, ce que je sais, c'est pas la vérité. C'est ce que je peux contenir de la vérité. Et de la même façon, on a le cœur arrêté parce que l'on aime. Et on idolâtre une personne. Mais avoir le cœur non arrêté
parce qu'on aime, c'est, à travers la personne qu'on aime, être ouvert à l'infini. C'est la différence aussi entre le scientifique et le savant. Oui. Ou le scientiste plutôt. Le scientiste, il croit qu'il a l'intelligence arrêtée parce qu'il sait. Oui, à sa connaissance pure. Oui. Tandis qu'un scientifique, il n'a pas l'intelligence arrêtée parce qu'il sait. Puisque ce qu'il sait, c'est le commencement de quelque chose de plus. En 2024 et 2025, c'est Jeremy D.W. Clifton de l'Université de Pennsylvanie qui a mis en évidence ce que dit la tradition depuis des siècles, voir le monde comme dangereux, rempli de charlatans, avec pessimisme, augmente psychologiquement le niveau de dépression, augmente l'anxiété et surtout, rend plus difficile les changements de croyance. Et ce, contrairement à une vision positive du monde qui, elle, à contrario, favorise une certaine forme de flexibilité cognitive. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on essaie de développer dans Hypnomachie, et c'est pour ça, je vous le redis encore et encore, que les paranoïaques détestent mon travail, forcément. J'ai pas tellement envie d'apprendre des choses, moi, j'ai la tête assez pleine. De la même façon, comme nous l'apprend une méta-analyse de 2025, ce type de profil tend à s'immuniser aux informations positives contredisant leur vision pessimiste. A contrario, l'intégration d'informations négatives reste, elle, normale, voire même légèrement facilitée. C'est une forme de biais dans le raisonnement induit par des facteurs émotionnels dont ils ne veulent généralement rien savoir, tu m'étonnes, ça dévoilerait le poteau rose, et ils restent comme ça agrippés à leur peur à la manière d'une mère célibataire vis-à-vis de sa pension alimentaire. Encore et toujours cette épistémologie dualiste rationnelle plafonnée du siècle passé qui dénie que oui, les affects ont un impact sur le raisonnement. Et en plus, c'est scientifiquement établi depuis longtemps. Quoi? Attends, tu n'as toujours pas compris? Tu as encore beaucoup à apprendre, petit scarabée. Donc, on ne fera pas l'impasse sur l'exploration de notre profondeur NF si on veut faire du ST de qualité. Et réciproquement, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Ça s'appelle simplement aller au bout des choses. Et sans cette intégration de l'ombre, les raisonnements ne sont en fait que des formes de self-justification. D'où le fait d'ailleurs que la tradition invite à se taire pendant une dizaine d'années, le temps de faire ce travail avant de l'ouvrir. Parce que ça prend du temps, en fait. Et c'est valable aussi bien pour les acupuncteurs végétaux que pour leurs critiques. Donc effectivement, des fois, il vaut mieux fermer sa gueule. En fait, il s'agit, si on fait de la recherche correctement, de développer ce que l'on appelle en science un mindset contrefactuel. Il y a plusieurs travaux de 2024 qui ont formalisé ça. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé avec mon vieux maître. Le mindset contrefactuel consiste justement à imaginer des récits alternatifs, des narratifs différents concernant des notions que nous étudions et qui nous intéressent. On s'est rendu compte que cela augmentait l'ouverture aux infos contraires. Ça stimule une forme d'excitation cognitive et cela motive à la recherche d'informations dissonantes. Autrement dit, vous devenez plus compétent en faisant ce genre de démarche. En termes de MBTI, il s'agit simplement de développer l'intuition et peut-être même, on pourrait dire, la fonction NE. On appelle ça l'anarchie. Et je vous avais déjà expliqué qu'il y avait un lien entre le quotient intellectuel et la tendance justement à utiliser SI, ce qui est normal. SI demande moins de carburant. Donc on a littéralement là une méthode pour augmenter son intelligence. J'ai vraiment eu la chance d'être formé à ce type de méthode par mon vieux maître il y a 25 ans. On m'a toujours appris à analyser la situation. Ok, j'ai analysé. Alors à l'époque, on n'avait pas le substrat scientifique qui expliquait tout ceci, mais enfin, avant que Isaac Newton n'ait formulé la théorie de la gravitation, les pommes tombaient quand même vers le bas. Et vous avez certains protocoles comme ça qui permettent d'augmenter l'intelligence fluide, enfin le quotient intellectuel fluide, d'environ 8 points. C'est ni plus ni moins que de l'hypnomachie appliquée, en fait. Donc si jamais ce genre de protocole vous intéresse, alors là je parle plutôt aux membres de la communauté, les gens que j'ai déjà croisés IRL, etc. Mais si ça vous intéresse qu'on mette en place ce genre de choses, eh ben vous pouvez m'en parler sur le Discord. On mettra ça en branle dans ce cas-là, on se fera des petits groupes comme ça et on appliquera ce genre de méthode si jamais vous avez envie de vous augmenter votre ouverture d'esprit. Voilà, cette vidéo coup de gueule touche à sa fin. J'en pouvais vraiment plus d'être entouré comme ça de demi-habiles qui macéraient dans leur jus et leur contentement sans même prendre le temps de faire des recherches PubMed. J'en ai même qui m'ont dit « Ah bah j'ai cherché, j'ai pas trouvé ». Je veux dire, à l'heure de l'IA, n'importe quel GPT peut te donner accès. Il n'y a plus besoin de savoir chercher sur PubMed aujourd'hui. Il y a juste besoin de savoir parler à une IA. Donc c'est là où on voit que sont à l'œuvre ce genre de biais cognitifs dont je viens de vous parler qui en fait n'ont aucune envie
envie de dépenser le glucose, que c'est ça le nerf de la guerre. En fait, dans le fond, c'est je ne veux pas dépenser de glucose supplémentaire parce que je n'en ai pas à disposition. Et ça, je peux comprendre que des gens qui ont 4 enfants à charge, qui cumulent 2 boulots, qui font des nuits de 6 heures, à un moment donné, n'aient pas le glucose nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais quand on sait qu'on n'a pas le glucose nécessaire pour s'ouvrir à d'autres sources, bah, on ne prétend pas socialement avoir une pensée construite et réfléchie. C'est tout comme quelqu'un qui va jamais fait de sport, normalement ne se prétend pas sportif, ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème en termes d'image de soi, et il y a quelque chose qui relève d'un problème psychologique, si jamais on fait ça. C'est vraiment des images distordues de soi. Et c'est terrible parce que tout le monde est persuadé d'être intelligent, bien sûr, parce que comme disait Coluche, c'est avec l'intelligence qu'on juge sa propre intelligence. Alors que le sport, normalement, voilà, tu te mets à courir, tu vois bien que tu finis en crachant tes poumons, c'est difficile de soutenir la thèse inverse. Bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris plein de trucs, j'espère que ça vous a fait remuer certaines certitudes, que ça vous a peut-être donné envie d'en savoir plus, de réhabiliter peut-être certaines pratiques. En tout cas, si ça vous a plu, ne serait-ce qu'un petit peu, pensez au petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ce qui fait surtout plaisir, c'est le partage sur les réseaux sociaux avec de nouvelles personnes. C'est comme ça que la chaîne peut grossir, parce que c'est très très important que la chaîne grossisse, bien sûr, sinon je n'ai plus aucun sens à ma vie. Merci aux tipeurs, on sent bien que c'est la crise, là, que l'inflation a monté, que les gens n'ont plus du tout d'argent. Moi, le montant des types que je touche s'est effondré dramatiquement, et c'est pas grave, moi j'ai choisi de continuer à vous offrir ces vidéos avec la même constance, avec la même rigueur, voire même plus. Je sais pas si vous voyez, mais les dernières grosses vidéos, elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus longues, il y a beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de travail, donc si vous trouvez que ça mérite quelques euros, n'hésitez pas à me rétribuer via mon Tipeee, et puis comme d'habitude, je vous écris aussi des billets sur la page Facebook et sur X, où vous pouvez me suivre, je vous mets tout ça dans la description. Et moi je vous laisse avec une confrérie qui m'a fait extrêmement sourire, et ce à plus d'un titre, spécial dédicace pour les élèves de mon ancien maître. Salut Internet. Vous êtes, paraît-il, un con. Vous en avez la preuve. Vous avez une carte d'identité de... Ah bien sûr, c'est officiel d'ailleurs, je peux vous la faire voir. Oui. Attendez. La voilà. Alors, il est écrit, il ne suffit pas d'être con, il faut être fier de l'être. Vous formez un club. Ce n'est pas un club, c'est une secte. De con. Son con, c'est beau, lui. Alors, voilà-le. On arrête là. Il faut cacher. Avant de m'adresser à vous ce soir, j'aimerais vous rappeler les principes de notre confrérie. Premièrement, nous nous appelons chacun par un sobriquet que vous avez choisi et que vous devrez continuer à utiliser. De plus, il est une interdiction formelle de se tutoyer. Si vous vous tutoyez entre vous, l'amende est de 40 sous. Nous sommes peut-être une bande de cons, mais dans les périodes actuelles, nous ne sommes pas dangereux. Votre carte de con n'est pas seulement une carte officielle. Elle reconnaît qu'il ne suffit pas d'être con, mais qu'il faut être fier de l'être. Con être...